Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors le financier, c'est lui, Olivier. Et voici Robert, professeur de communication. En fait, on fait tous les deux le même métier. On fait de la formation pour les cadres dirigeants. Ce dont on aimerait vous parler, c'est surtout partager avec vous, en fait, notre vision de la formation des dirigeants. Alors vous allez voir qu'on est à peu près en désaccord sur tout. Mais vous allez peut-être voir aussi pourquoi nous travaillons depuis 25 ans ensemble. En fait, nous avons au moins un point commun. La communication, c'est comme la finance. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Je m'explique. Il a dû vous arriver, comme à moi, de passer 5 minutes avec une personne et puis de vous sortir bien, plein d'énergie, d'avoir envie de mener un projet avec cette personne. Moi, il m'est arrivé aussi de passer 3 minutes avec quelqu'un et puis de me sentir complètement épuisé, d'avoir envie de m'enfuir, de mettre fin à la relation avec la personne. Tout se passe pour moi comme si j'avais un stock d'énergie, une batterie dont le niveau fluctue au gré de mes relations avec les autres. Si les relations sont bonnes, si les échanges nourrissent mes besoins psychologiques, je suis plein d'énergie. Je suis plein d'énergie pour mener les choses de la vie. Je suis plein d'énergie pour en donner aux autres. Si jamais les échanges sont de mauvaise qualité, le niveau de ma batterie baisse, je deviens défensif, je deviens avare. Je suis un peu avec mon énergie comme Harpagon avec sa cassette. Ouais. Or, nous savons tous que, en fait, si on veut recevoir, il faut qu'on donne. Ou plus précisément, on va recevoir d'autant plus d'énergie des gens qu'on leur en aura donné en toute générosité, sans rien attendre en retour. Attends Robert, on s'éloigne un peu de notre sujet là. Quel rapport avec l'executive education? Donner de l'énergie aux gens, c'est le fondement du leadership. Ça joue sur la motivation des gens, ça va avoir un impact sur leur satisfaction au travail, sur leur équilibre émotionnel au travail. Alors, c'est vrai, Olivier, et tes amis ne sont pas étrangers à ça, que ce n'est pas ce qu'on voit tous les jours en entreprise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit en entreprise? On voit des gens sous pression, ouais. On pompe leur batterie, sans leur donner la possibilité de la recharger. On voit des exigences de rentabilité et de performance toujours plus importantes, sous l'influence des marchés financiers. Pour moi, chaque fois que je suis en entreprise, je me dis quel gâchis de talent. Tes amis ne pensent qu'aux chiffres et au court terme. Ah oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on voit la finance souvent. Écoute, je vais utiliser une métaphore et j'espère que je vais arriver à te convaincre que ce n'est pas le cas. Imagine que j'ai un petit cochon qui est très spécial parce qu'en fait, il produit de l'or toutes les semaines. Et pour des raisons personnelles, je voudrais te le vendre, ce petit cochon. Je voudrais savoir quelles sont les questions que tu vas te poser pour pouvoir me proposer un prix pour mon petit cochon. Combien il produit? Ah, ça c'est très simple. Il produit 42 kg d'or à 19 carats toutes les semaines, le mardi matin, à 10h15 pétante. Et qu'est-ce que ça va me coûter? Oh, merveilleux. Rien du tout. Pour l'instant, je lui donne que de l'eau et de l'amour. Et cette belle histoire d'amour, combien de temps elle va durer? Ah, pendant combien de temps mon petit cochon va produire de l'or et sur quelle période et quelle quantité? Ça, c'est la vraie question. En fait, ça, c'est la question la plus importante. Parce qu'imaginons que je lui vende mon petit cochon et qu'il devient triste. En fait, il ne va plus produire. Au contraire, il va produire pendant une semaine, pendant un mois, pendant 10 ans. Ça, j'en sais rien. Et qui a la réponse à cette question? Bien évidemment, personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on n'a pas de réponse. En fait, on n'a pas de réponse parce que ça vient du futur. Et le futur, personne ne le connaît. Alors, on va l'inventer. On va faire des scénarios. On va faire de la prédiction. On va... En fait, vous savez quoi? On va rêver. Et dès qu'on parle de rêve, on parle d'émotion. Si hier j'ai passé une merveilleuse soirée, le futur, je le vois différemment. Le futur, ce rêve, va être totalement différent de celui qui va exister si auparavant j'ai eu des crampes d'estomac. Et là, on voit bien qu'on ne parle pas de chiffres en finance. Les comptables parlent de chiffres. Nous, les comptables, effectivement, regardent le passé. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le futur, et uniquement le futur.
Et c'est pour ça que vous prenez une entreprise qui vient juste de démarrer, qui n'a jamais fait ne serait-ce qu'un chiffre, qu'un euro de profit, eh bien, elle peut valoir des milliards. Là, vous avez l'essence, la beauté de la finance. La finance, tu vois, c'est du rêve et de l'émotion, comme une belle histoire d'amour. Je t'ai convaincu, j'espère. Ouais, c'est une belle histoire, ouais. Mais je me demande si c'est du rêve ou de la chimère. J'ai l'impression qu'avec vous, le bonheur est toujours pour demain. Et puis, pour donner du rêve à quelques-uns, quelle violence pour les autres. Est-ce qu'on se préoccupe du prix à payer? Je crois que les marchés financiers qui stimulent sont totalement décalés de la réalité que les gens vivent en entreprise. Attendez, les marchés ne sont pas décalés par rapport à la réalité. Les marchés sont en avance par rapport à la réalité économique. Et effectivement, ils détruisent ce qui doit être détruit. Mais pourquoi faire? Pour permettre l'éclosion de la prochaine vague, pour préserver l'avenir. Je vais vous donner un exemple. Il y a une recherche très intéressante qui a montré que sur les 25 dernières années, pas une seule entreprise a réussi à conserver un réel avantage compétitif pendant plus de 10 ans. Alors, je vais reprendre le même exemple que d'autres intervenants. Regardez cet iPhone. Il est arrivé sur le marché en 2007. On est en 2014, ça fait 7 ans. Il te reste 3 ans. 3 ans. Samsung est là. Il y a même une entreprise indienne qui veut mettre sur le marché un iPhone à peu près équivalent, un smartphone à peu près équivalent pour un prix de moins de 100 $. En fait, on voit que effectivement, l'important c'est le futur. Et d'ailleurs, les marchés ne se sont pas trompés. Imaginez, la valorisation d'Apple a été divisée par 2 en moins de 3 ans, alors que ses bénéfices ont battu tous les records. Ils dépassent les 50 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je voudrais qu'on revienne à l'entreprise, parce que les marchés financiers, c'est très virtuel pour moi. Et ce jeu de destruction-création, bon, qu'est-ce que ça génère? Un changement permanent, une chaîne du stress de haut en bas de l'entreprise, des émotions très fortes, en général de peur et de colère. Bon, je crois que les leaders doivent s'occuper de ça, parce que en fait, ça a un effet extrêmement défavorable, ça dégrade les relations, et notamment les relations entre les leaders et le reste de l'entreprise. Bon, et là, en fait, ce qu'il y a, les leaders doivent mener, je veux dire, quand ils mènent un changement, ils doivent avoir conscience, évidemment, ils le savent par expérience, que tout changement génère la même question chez les gens. Quel va être l'impact de ce changement pour moi? Et la réponse est toujours la même, une crainte de perte. Perte de sa sécurité, perte de son équilibre personnel, perte de son identité professionnelle. Et en face de ça, je veux dire, bon, comme je l'ai dit, dégradation des relations. Les leaders doivent justement, bien sûr, mener les changements organisationnels, mais ils doivent aussi accompagner les transitions individuelles. Et là, c'est quand quelqu'un est en face du changement, sans doute il va résister. Quelquefois, il va nous poser des problèmes relationnels. On va avoir l'impression qu'il nous bouffe notre énergie. Dans ce cas-là, il est en train d'appeler à l'aide. En fait, l'urgence, c'est pas que je me protège, c'est pas que je mette de la distance avec lui. L'urgence, c'est lui, de lui redonner de l'énergie, de nourrir ses besoins psychologiques, de remonter le niveau de sa batterie. Mais tu vas nous donner un exemple, peut-être? Je peux te donner plein d'exemples. Suppose que quelqu'un soit très agressif avec moi, très en colère, contre moi, porte un jugement très dévalorisant sur moi et me manque de respect. Quel est son message? Son message, c'est un appel à ce que je lui témoigne du respect, de la considération, et que j'accorde de l'importance à sa vision des choses. Si je lui donne ça directement, il n'a plus besoin de me l'extorquer. En fait, quand quelqu'un nous vole notre énergie, si on veut arrêter qu'il le fasse, il faut lui donner nos propres ressources. En fait, il faut donner aux voleurs. Tu as ce genre de métaphore, toi, en finance?
Alors, on a non seulement ce genre de métaphore, mais on le voit plutôt comme des paradoxes. Et d'ailleurs, des paradoxes que les dirigeants doivent absolument gérer. Quand je parlais de mon petit cochon et du rêve, en fait, j'ai dit qu'il fallait rêver. Mais pour que l'entreprise, que les marchés croient à l'entreprise, il faut qu'elle ait la crédibilité. Et cette crédibilité, comment l'entreprise l'obtient? Par des résultats. En fait, les dirigeants doivent être capables à la fois d'avoir une vision pour créer du rêve, mais en même temps, ils doivent délivrer des résultats tous les trimestres. Et ils doivent penser le long terme, ils doivent penser le court terme. Et cette crédibilité, elle est obtenue parce qu'ils excellent dans leur métier actuel, ce qu'on appelle le business model. Malheureusement, ce business model, il est attaqué par la concurrence. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'avantage compétitif, naturellement, commence à diminuer et même parfois disparaître. Même l'entreprise disparaît. Et donc là, on voit bien qu'il n'est pas suffisant pour les dirigeants d'exceller dans leur business model. Il faut en même temps qu'ils s'ingénient à le détruire pour pouvoir renouveler l'entreprise. On est en pleine folie. Oui, on est en pleine folie, c'est vrai, tu as raison. En fait, les dirigeants sont dans une situation schizophrénique. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, comme tu l'as indiqué? Ils vont avoir du stress, ils vont devenir rigides, ils vont se bloquer et ils vont s'arc-bouter sur le passé. Vous vous rappelez mon iPhone, là? Cet iPhone, il n'a pas été créé par Apple. Vous savez par qui il a été créé? Nokia. Quand? 2000. Surprenant, hein? En fait, quand les chercheurs l'ont présenté aux dirigeants de Nokia, les dirigeants ont dit « Attendez, c'est pas un téléphone, c'est pas un vrai Nokia, il n'y a pas de touche. Et en plus, il est trop cher à produire. » En fait, on voit la difficulté qu'on a tous à imaginer un futur différent de celui qu'on connaît. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'on a eu du succès dans le passé. En fait, tu vois, là, je crois qu'on touche l'essence même de notre métier de formateur. Notre métier, c'est d'aider les dirigeants, leur permettre de mieux comprendre et probablement de mieux gérer des situations paradoxales qui sont en fait beaucoup plus complexes qu'on ne l'imagine. Et je ne sais pas comment tu perçois ça. Non, Olivier, je crois que cette fois, on se rejoint. Ah. C'est vrai, notre rôle de formateur, c'est d'aider à la transformation. Et ça doit se marquer dans nos manières d'enseigner. Face à la complexité dont parle Olivier, arrêtons de juxtaposer un cours de marketing, un cours de finance, un cours de leadership. Mais abordons les problèmes de manière interdisciplinaire. Arrêtons de donner les réponses, mais amenons les gens à se poser les bonnes questions. Arrêtons de délivrer la connaissance, mais mettons les gens en face de dispositifs expérientiels. Proposons des métaphores, des histoires, des jeux pour créer de l'émotion. En fait, c'est parce que l'émotion, c'est ce qui va ancrer le changement. C'est l'émotion qui va faire que les nouvelles manières de voir vont devenir irréversibles. Merci. Merci.